Un chirurgien spécialisé dans les opérations à cœur ouvert semble s'être suicidé. La criminalistique obligera toutefois les enquêteurs à imaginer une autre hypothèse. Pour expliquer le brutal assassinat d'une femme, les détectives devront se fier à une technique judiciaire qui ne sera mise au point que plusieurs années plus tard. Le temps jouera en leur faveur. Un meurtre gratuit est encore plus difficile à expliquer quand les spécialistes découvrent deux marques étranges sur le corps de la victime. Elles peuvent n'être d'aucune utilité ou au contraire se révéler d'une importance capitale. Même lorsque la scène d'un crime semble se lire comme un roman à sensation, les détectives doivent réunir tous les indices pour en composer l'intrigue. Ils préparent ainsi la voie aux auteurs d'histoires de crimes. L'intrigue débuta par un matin glacial de février 1996 dans le canton de Sims, en Ohio. Le chirurgien Daryl Sutorius, d'ordinaire très fidèle à ses horaires de travail, ne visita pas ses patients à l'hôpital pour la deuxième journée de suite. Ses collègues tentèrent en vain de le rejoindre chez lui. Ils appelèrent ensuite au bureau du shérif d'Hamilton County pour que quelqu'un aille faire une vérification à sa résidence. Della Dante Sutorius, la femme du chirurgien, ignorait où il était. Elle ne l'avait pas vu depuis quelques jours, ce qui se produisait fréquemment. Ils partageaient encore le même toit, mais chacun menait sa propre vie. Plusieurs semaines pouvaient s'écouler sans que Della ne voie Daryl. Elle autorisa les policiers à procéder à une inspection des lieux. Ils commencèrent par vérifier si la voiture du médecin se trouvait dans le garage. Le moteur était froid. Il ne l'avait donc pas utilisé récemment. Un cri perçant mit fin aux recherches. On avait trouvé Daryl Sutorius au sous-sol. Sa tête reposait dans une mare de sang. Juste à côté se trouvait un revolver de calibre 38. Après avoir consacré sa vie à soigner son prochain, ce médecin semblait s'être suicidé. Celle qui l'avait épousé à peine un an plus tôt était maintenant sa veuve. Rien sur les lieux ne permettait aux policiers de deviner qu'il s'agissait là d'une affaire qui délecterait des centaines de milliers de lecteurs, avides de récits de faits vécus. La nouvelle du décès fut rapportée par les journaux de Cincinnati et capta l'attention d'Aphrodite Jones, auteur d'histoires de meurtre. La nouvelle a fait la une de tous les journaux et tout le monde en parlait. J'ai mis la main sur les quelques exemplaires disponibles. J'ai tout de suite su que c'était une histoire pour moi. Je voulais la raconter. J'en étais dingue. Cette affaire ferait l'objet du 4e ouvrage de Jones. Le cas Sutorius était composé des meilleurs ingrédients: mensonges, trahison et mort. Sur la scène du crime, tout laissait croire qu'il s'agissait d'un suicide. On recueillit l'arme à feu. Ensuite, on effectua les tests habituels sur les mains de la victime pour vérifier s'il avait bien utilisé le revolver. Pour tenter d'élucider les motifs de ce suicide, les policiers interrogèrent sa femme, Della. Cette dernière leur dit qu'elle et son mari vivaient sous le même toit, mais pratiquement comme des étrangers. Lors de ses rares rencontres avec son mari au cours des semaines précédant sa mort, il semblait agressif et dépressif, non sans raison. En effet, Daryl et Della se disputaient souvent pour des raisons d'argent. Afin d'éviter les conflits, ils vivaient chacun à un étage différent dans l'imposante résidence qu'ils partageaient. Della croyait que son mari avait préféré mourir plutôt que d'envisager un divorce pénible.
Pendant qu'elle donnait sa déposition aux enquêteurs, les experts légistes découvrirent une toute autre histoire sur la scène du crime. Un autre indice était plus difficile à expliquer. Parmi toutes les éclaboussures, il y avait une trace de sang sur un des coussins du canapé. Le canapé était à une trop grande distance du corps de Sutorius pour qu'il l'ait taché lors de sa chute. Quelqu'un avait donc maquillé la scène. Le coroner Carl Perrott remarqua également quelque chose d'étrange dans la façon dont le corps était étendu. La main droite se trouvait au-dessus du revolver, comme s'il était tombé de ses doigts inertes. Cela ne concordait pas avec les éclaboussures de sang sur la main. Nous avons remarqué plusieurs gouttelettes de sang sur la paume de la main. Cela nous indiquait qu'elle était près de sa bouche au moment où il avait poussé son dernier soupir. Pourtant, quand nous l'avions trouvée, sa main était très loin de sa tête, comme ça. La seule façon d'expliquer la présence de sang sur cette main, c'était qu'on avait déplacé le corps de la victime après le coup fatal. Quant à la blessure au crâne, elle ne ressemblait en rien à celle observée par Perrott lors de suicide. La blessure causée par l'entrée du projectile se trouvait au-dessus de l'oreille droite. L'angle de la trajectoire était d'environ 45 degrés vers l'avant. L'arme n'avait pas été en contact avec la tête. La balle était entrée par le haut du crâne, un peu à l'arrière, et l'arme devait être située à une certaine distance de la cible. En général, les victimes ne placent pas l'arme très loin vers l'arrière. C'est une position inconfortable et elle l'est encore davantage si l'on est étendu. Il était invraisemblable que ce chirurgien, qui s'y connaissait bien en anatomie du corps humain, ait pris le risque de rater sa cible. Tout pointait vers l'hypothèse d'un homicide. Certains indices étaient louches, mais il n'y avait aucune preuve accablante. Pour démontrer qu'il y avait eu meurtre, les enquêteurs devaient d'abord prouver qu'un individu autre que le médecin avait appuyé sur la détente. On fit de la veuve du médecin, Della Sutorius, le suspect numéro 1, même si l'on manquait encore d'indices solides. Pour en savoir davantage sur la relation du couple, les détectives interrogèrent des amis et des parents. L'avocat du chirurgien déclara que Daryl Sutorius avait peur de sa femme et qu'il voulait mettre un terme à leur mariage. De fait, les documents du divorce devaient être signés le jour même de la découverte du corps. Cela contredisait la déposition de Della. Soit Sutorius avait changé d'avis à propos de la demande de divorce, soit elle mentait. C'était un début d'élément de preuve contre Della. On fit appel à Tom Longano, l'assistant du procureur d'Hamilton County. Dans cette affaire, les techniques judiciaires ont joué un rôle très important. De plus, Della avait déjà affirmé à des gens qu'elle allait s'en prendre à lui. De son côté, Daryl avait confié à des amis et parents qu'il craignait pour sa vie et que Della avait menacé de le tuer. Il semblait bien que Della ait mis ses menaces à exécution. Mais avant d'en arriver là, elle avait commencé par séduire Sutorius. Le médecin, esseulé, avait rencontré sa future femme par l'entremise d'une agence de rencontres et il s'était empressé de l'épouser 3 mois plus tard, envoûté par ses mensonges. La lune de miel ne dura pas longtemps. Contrairement à ce qu'elle affirmait, Della n'avait aucun diplôme. Et avant de jeter son dévolu sur le médecin, elle était toujours à court d'argent. Elle avait été mariée à 4 reprises et non pas 2, comme elle le lui avait confié au cours de leur brève fréquentation. Elle avait été tour à tour Della Hoffer, puis Bayer, Bassett et enfin Britton. Toutes ces relations s'étaient soldées par des divorces amers. Son mariage avec Sutorius semblait aller dans la même direction. Les disputes sur les questions monétaires entre elle et le médecin étaient de plus en plus âpres. Della avait un besoin impérieux de financer ses folles dépenses. Mais sans contrat de mariage, le divorce ne lui serait pas profitable. En vertu de la loi de l'Ohio, il n'était pas marié depuis assez longtemps pour qu'elle soit avantagée financièrement. Par contre, si son mari se suicidait ou mourait d'une cause naturelle, elle aurait droit à un héritage d'environ $1 million.
Della devait éviter le divorce. Cela signifiait-il qu'elle avait commis un meurtre? Peut-être. Mais encore fallait-il trouver des preuves solides pour passer aux accusations. En examinant ses antécédents, les policiers découvrirent que la violence ne lui était pas étrangère. Elle avait déjà mis le feu à l'un de ses conjoints pendant son sommeil. Elle en avait menacé un autre avec un revolver. Tout au long de sa vie, sa violence n'a jamais cessé de croître. Elle a commencé par lancer des objets à la tête de son premier mari, comme des assiettes et des choses de ce genre. Ensuite, elle a saccagé la voiture de son deuxième mari, puis détruit des maisons. Elle est passée aux menaces à la pointe d'un couteau. Lors de son dernier mariage, elle a saisi une arme à feu, l'a braquée sur la tempe de son conjoint et a appuyé sur la détente. L'arme n'était pas chargée, mais elle l'ignorait. Elle était prête à tuer David Britton. Il a déclaré en cour qu'elle voulait lui faire sauter la cervelle. Dans le cas de Daryl Sutorius, il semblait bien que Della ait enfin mis ses plans meurtriers à exécution. Yes, I'm looking for a gun for self-defense. Okay. Par le numéro de série de l'arme trouvée près du corps du médecin, les enquêteurs découvrirent qu'elle était enregistrée au nom de Della Sutorius. Elle en avait fait l'acquisition peu de temps avant le meurtre. Le propriétaire de l'armurerie se souvenait de Della et de son caractère particulier. L'arme chargée en main, elle lui avait confié qu'elle ne permettrait jamais à son mari de divorcer. Ces racontards ne permettaient pas de passer aux accusations. Les enquêteurs devaient démontrer que Della s'était trouvée sur la scène du crime, l'arme en main. La mort du docteur Daryl Sutorius semblait être un homicide. Sa femme, Della, avait un mobile pour le tuer et elle en avait eu l'occasion. Mais les enquêteurs pouvaient-ils trouver des preuves tangibles? Le coroner Carl Perrott croyait que c'était possible. Il avait remarqué qu'une mince pellicule brillante de sang recouvrait pratiquement toute la surface de l'arme. Il nous arrive à l'occasion de voir du sang sur l'arme suite à un suicide, mais toujours aux mêmes endroits. La bouche du canon, l'organe de visée et parfois aussi sur la partie avant du pontet. On ne s'attend pas à trouver du sang sur la crosse puisqu'elle est protégée par la main du tireur. Perrott trouva une partie d'empreinte de paume de main sur la crosse de l'arme. Elle avait été laissée là par une main tachée de sang presque sec. Étant donné qu'il s'agissait d'une blessure mortelle, le docteur Sutorius n'avait pas pu se tirer une balle, déposer ensuite l'arme, puis la reprendre dans sa main. C'était la preuve indéniable qu'une autre personne se trouvait sur les lieux avec lui. L'empreinte était trop barbouillée pour qu'on puisse la comparer à celle de Della. Cette dernière n'avait toutefois aucun alibi au cours du week-end pendant lequel son mari gisait dans le sous-sol de la maison. Une fois tous les indices réunis, il fut facile de reconstituer les événements qui avaient conduit à la mort du chirurgien. Della Sutorius allait bientôt être privée du train de vie auquel elle s'était habituée. La tension au sein du couple augmentait de jour en jour. Le divorce était inévitable. Le samedi 17 février marquait la fin du délai légal de 8 jours que Della devait attendre avant d'aller chercher sa nouvelle arme à feu. Elle passa à l'action. Après avoir fait feu sur son mari pendant son sommeil, elle maquilla la scène du crime en suicide. Puis, elle plaça l'arme dans la main inerte du chirurgien et appuya de nouveau sur la détente, d'où le trou fait par une balle dans le sol. Ainsi, les techniciens judiciaires pourraient trouver des résidus de la détonation dans la main de Sutorius. Le 27 février 1996, la veuve fut arrêtée pour le meurtre de son mari. Dans son livre Della's Web, la toile de Della, Aphrodite Jones décrit les derniers moments du procès qui dura 4 mois. La saga sordide de Della, Dante, Fay, Hall, Hoofer, Bayer, Bassett, Britton, Sutorius s'est terminée le 7 juin 1996. Une larme perlait sur sa joue pendant qu'elle écoutait les derniers arguments de l'accusation.
Della s'est affaissée sur elle-même en entendant le verdict, coupable du meurtre qualifié de son mari. La veuve Suterius a été condamnée à la prison à vie. Elle ne sera éligible à la liberté conditionnelle qu'à l'âge de 70 ans. De nombreux homicides sont résolus grâce aux outils judiciaires disponibles. Parfois, on doit cependant attendre l'arrivée de nouvelles techniques judiciaires pour percer les secrets des victimes et des indices. Don Weber et Charles Bosworth Jr., auteurs à succès d'histoires de crimes réels, se sont retrouvés au cœur d'une affaire en juin 1978 dans la paisible ville de Wood River, en Illinois. Carla Brown venait tout juste de se fiancer avec David Hart, son amoureux depuis les années de collège. Ils emménageaient ensemble. Comme d'habitude, Hart partit travailler, laissant à sa fiancée le soin de commencer à installer la maison. Plus tard dans la matinée, une amie s'arrêta pour visiter les lieux. Carla Brown ne répondit pas à la porte. Après le travail, David Hart rentra chez lui accompagné d'un ami. Il trouva étrange que la porte soit déverrouillée. Carla, she's gotta be in the basement. En entrant, ils comprirent tous deux le drame qui s'y était produit. Carla Brown avait à peine commencé à vider les boîtes quand elle avait été attaquée. Les policiers la trouvèrent agenouillée, la tête dans un seau d'eau. Ses mains avaient été ligotées dans le dos. Elle était nue de la taille aux pieds. Les policiers interrogèrent David Hart. Il était inconsolable. Ses collègues de travail confirmèrent qu'il était bien au bureau au moment du meurtre de sa fiancée. On l'élimina rapidement de la liste des suspects. Les détectives se mirent à la recherche d'indices. Les mains de la victime avaient été ligotées à l'aide de fils électriques. Il y avait 2 longues blessures sur son visage et son cou. Elle avait été violée. Des chaussettes enroulées autour de son cou laissaient présumer qu'on l'avait également étranglée. On trouva une mare d'eau teintée du sang de la victime sous le canapé. Il y avait d'autres traces de sang entre cet endroit et le corps. L'indice le plus intrigant ne se trouvait toutefois pas au sol, mais beaucoup plus haut. Une cafetière était coincée entre les poutres du toit. L'inspecteur Alva Bush de la police d'État de l'Illinois était quelque peu méfiant devant cette scène du crime. Il avait travaillé sur plusieurs homicides à caractère sexuel. La position du corps de la victime laissait croire que la scène avait été fabriquée de toutes pièces. Il y avait du fil électrique autour d'un poignet de la victime. Ce fil passait sous son corps pour rejoindre l'autre poignet. Je me suis dit que ce n'était pas plausible puisque la victime avait encore la possibilité d'atteindre son agresseur ainsi attaché. L'inspecteur Bush s'assura que toute la scène soit méticuleusement photographiée. Puis, on enveloppa le corps de la victime dans un drap pour ne perdre aucun micro-indice pendant le transport vers le laboratoire. Lors de l'examen des blessures de la victime, on conclut qu'elle avait reçu un seul coup très puissant. Sa mâchoire avait été fracturée à 2 endroits. L'objet contondant avait laissé 2 lacérations à son visage. On aurait dit qu'on avait utilisé le dos d'un marteau à panne fendu. Même si Carla Brown avait férocement résisté à son assaillant, il l'avait rapidement maîtrisée et sans doute frappée pour qu'elle perde connaissance. Elle était toutefois morte par noyade. Charles Bosworth Jr., qui couvrait l'affaire pour le St. Louis Post-Dispatch, fut témoin de la colère et de la peur générée par ce cas au sein de la population locale. Ce meurtre a été commis dans la maison d'une jolie jeune femme qui n'avait aucun antécédent judiciaire. Elle venait d'emménager avec son fiancé et ça s'était produit en plein jour. Tout de suite, ce meurtre a suscité des questions, notamment au sujet de la sécurité des gens au foyer. Le public était terrifié. Le co-auteur Don Weber, alors assistant du procureur de l'État, fut appelé à participer à l'enquête.
Le meurtrier, quelle que fût son identité, avait sapé tout sentiment de sécurité dans la population. Chez les quincailliers, il ne restait plus de serrure. Les femmes avaient peur de se déplacer seules. Quand je suis entré dans cette maison, la première impression que j'ai eue, c'était qu'il s'agissait d'un meurtre brutal, froid et sanguinaire. Il n'y avait aucun indice. Les policiers interrogèrent les voisins de Carla Brown. Parmi eux, une femme déclara avoir aperçu 2 hommes le jour du meurtre. Ils buvaient de la bière et fumaient de la marijuana sur le terrain de la maison voisine. On retrouva les 2 hommes et on les convoqua pour les soumettre à un test polygraphique. Il n'y eut aucune anomalie dans les réponses de John Prant. Mais lorsque vint le tour de Dwayne Conway, les résultats ne furent pas concluants. Il semblait être sujet à des troubles de nature émotionnelle. Comme l'auteur du meurtre était visiblement quelqu'un de perturbé mentalement, on mit le nom de Conway en haut de la liste des suspects. Malheureusement, la scène du crime fournissait des indices aussi équivoques que les résultats du test polygraphique. On ne trouva aucune empreinte digitale identifiable sur les lieux. L'affaire se retrouva dans une impasse. 1 an plus tard, bien que le meurtrier de Carla Brown fût toujours au large, on abandonna l'enquête. Une rencontre fortuite à plus de 1500 km de là permettrait de la rouvrir. Une enquête peut être abandonnée officiellement, mais elle peut être reprise à tout moment. C'était particulièrement vrai dans l'affaire Carla Brown. En 1979, soit près d'1 an après le meurtre, l'enquêteur Alva Bush de l'Illinois se rendit au Nouveau-Mexique pour témoigner en cours relativement à une affaire de voiture volée. Le procès fut reporté. Pour passer le temps, Bush assista à une conférence sur une nouvelle technique judiciaire, l'amélioration de l'image. Il ignorait alors que cette conférence deviendrait le point tournant de l'enquête sur le meurtre de Carla Brown. Le conférencier était l'expert en médecine d'enquête, Homer Campbell. Sur la plupart des photos, il y a davantage d'informations que ce que nous percevons. L'amélioration de l'image nous permet en quelques étapes de rendre la lecture des clichés plus simple. Elle améliore la définition des contours, par exemple. Elle nous permet de voir différemment divers segments de la pellicule. Bush avait maintenant une lueur d'espoir. Il envoya à Campbell les photos de la scène du meurtre de Carla Brown pour que ce dernier les analyse. Il espérait que la nouvelle technique lui permettrait de résoudre cette vieille affaire. À l'aide d'un dispositif conçu à cet effet, l'opérateur élimina un à un les fragments flous. Les résultats furent impressionnants. Campbell appela Bush pour lui faire part de ses découvertes préliminaires. La blessure au visage de la victime avait été causée par les pattes en métal d'une petite étagère à peine visible sur une des photos. Campbell trouva un autre indice qui témoignait de la brutalité du meurtrier. Quand il m'a parlé de traces de morsures au cou de la victime, je n'en croyais pas mes oreilles. Il était persuadé qu'on l'avait mordu. L'image améliorée démontrait hors de tout doute que la victime avait été sauvagement mordue lors de l'attaque. Comme cette marque de morsure lui avait été infligée peu de temps avant sa mort, elle n'avait pas eu le temps de guérir. Mais elle était trop pâle pour qu'on ait pu la voir à l'œil nu. Tout d'abord, il s'agit d'examiner la blessure elle-même et de bien déterminer ce qu'on peut voir. Quelles sont les caractéristiques générales de la blessure? Peut-on voir aussi des caractéristiques particulières qui la rendraient unique? Malheureusement, les photos ne recelaient pas assez d'informations. Sans une vue plus nette de la blessure, l'enquête ne pouvait plus progresser. Les détectives se retrouvaient encore dans une impasse. Il n'y avait qu'une seule option possible, préparer les documents requis
pour obtenir l'autorisation d'exhumer le corps de Carla Brown. Au même moment, les enquêteurs apprirent que de nombreux cas avaient été résolus grâce à l'examen du profil psychologique du meurtrier. Peut-être qu'un psychologue aiderait l'inspecteur Bush et ses collègues à se faufiler dans l'esprit du meurtrier de Carla Brown. Ils emmenèrent avec eux toutes les photos du dossier au service des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie. Après les avoir étudiées, John Douglas, un pionnier dans l'art de dresser les profils psychologiques, fit une prédiction troublante. Douglas était impressionnant. Il a commencé à parler après avoir regardé les photos. Selon lui, la scène du crime avait été montée de toutes pièces. Si nous faisions exhumer le corps de Carla Brown, il nous fallait faire toute une histoire dans les médias. Douglas croyait que le meurtrier nous appellerait alors. Il nous a dit qu'il se mettrait en contact avec nous et qu'il chercherait à s'immiscer dans le processus d'enquête. Cette information venait à point nommé. En mai 1982, 4 ans après la mort de Carla Brown, on donna enfin l'autorisation d'exhumer son corps. Comme le psychologue l'avait recommandé, la police et les médias unirent leurs efforts pour faire un gros battage publicitaire autour de l'affaire. Pour jeter le trouble dans l'esprit du meurtrier, les enquêteurs mentionnèrent qu'on avait trouvé une marque de morsure sur la victime et qu'on s'apprêtait à procéder à une arrestation. On prit de nouvelles photos du cou de la victime. Un ami du suspect numéro 1 appela alors au bureau de Weber. Nous étions en pleine réunion quand ma secrétaire est entrée pour me dire que John Prant était au bout du fil. Le psychologue avait déclaré que le coupable tenterait de s'immiscer dans l'enquête et c'était précisément ce que John Prant faisait. Même s'il avait été soumis au détecteur de mensonges et qu'il n'était pas suspect, il se comportait comme s'il l'était. Suite à la publicité faite sur l'exhumation du corps de la victime et de sa morsure au cou, de nouveaux témoins qui disposaient d'informations importantes se manifestèrent. Au cours d'une fête, une semaine après la mort de Carla Brown, Prant avait décrit avec force détail la scène du crime, notamment la morsure à son cou. Il ne pouvait avoir été au courant de cette morsure 3 ans avant que les policiers ne le découvrent, à moins d'avoir été lui-même l'auteur de cette morsure. On obligea Prant à se soumettre à la prise d'empreintes de ses dents. Le moulage, de même que celui de 3 autres suspects, fut envoyé à l'odontologiste légiste pour analyse. Nous lui avons fourni 4 moulages de dents en lui disant lequel, selon nous, provenait du meurtrier. Il a commencé par l'examen du moulage de Prant. Ensuite, il a examiné la photo. Puis, il s'est tout simplement assis à son bureau pour nous dire que nous avions notre homme. La patience des enquêteurs, ajoutée aux nouvelles techniques judiciaires, leur permit enfin d'obtenir un mandat d'arrêt. Le 8 juin 1982, 4 ans après le meurtre de Carla Brown, on arrêta John Prant. Une fois les preuves réunies, les policiers reconstituèrent les événements de la dernière journée de la victime, alors qu'elle se trouvait dans sa nouvelle maison. Prant fit des avances à Carla Brown qu'elle refusa vigoureusement. La lutte devint de plus en plus forte, au point où Prant mordit Brown au cou, puis lui asséna un coup au visage à l'aide de la petite étagère. Elle perdit connaissance. Il tenta de la ranimer en lui jetant de l'eau au visage avec la cafetière. En voyant qu'il n'y parvenait pas, il la rhabilla et lui noua des chaussettes autour du cou pour cacher la morsure. Il lui ligota ensuite les mains et lui enfonça la tête dans un seau d'eau. Elle s'y noya. Après avoir quitté les lieux, Prant se lava les mains chez le voisin d'à côté, Dwayne Conway.
Grâce au développement de nouvelles techniques criminalistiques telles que l'amélioration de l'image par ordinateur, grâce aussi à l'odontologie judiciaire et aux sciences comportementales, justice a été rendue à Carla Brown. Le moment que Don Weber a détesté le plus, ce sont les secondes interminables lorsque le président du jury a remis le verdict au huissier, qu'il a lui-même remis au jeune juge Romani. Ce dernier présidait son premier procès. Il lisait son premier verdict. Il a solennellement déclaré « Nous, les membres du jury, déclarons l'accusé John Prent coupable de meurtre ». Le 27 septembre 1982, Prent a été condamné à 75 ans d'emprisonnement. Le processus de résolution d'un crime peut se terminer de façon satisfaisante, mais parfois, il peut aussi faire rejaillir de sombres fantômes du passé. Clifford Leyendecker est auteur d'histoires de crimes réels depuis 22 ans. Jusqu'à présent, il a 32 ouvrages à son actif. Écrire sur les crimes est le meilleur job qui soit. Les livres et les articles de magazines que j'ai écrits me permettent de faire une incursion dans la vie des gens, ou plutôt de faire une incursion dans leur mort. On y voit la vie sous son éclairage le plus cru. On apprend les secrets les plus intimes. Quand on est curieux de nature et de plus ancien journaliste, c'est très excitant. En 1993, Leyendecker apprend qu'un meurtre violent a été commis dans la ville touristique de Steamboat Springs, au Colorado. Tout commença en octobre, à la quincaillerie appartenant à Jerry et Douglas Buggs. Ce matin-là, Jerry était en retard au travail et Douglas était inquiet. Il tenta de joindre son frère aîné par téléphone, mais n'obtint pas de réponse. Quand il se rendit chez Jerry pour savoir ce qu'il en était, il le trouva gisant sur le carrelage de la cuisine, sauvagement assassiné. Un agent du service de police de Steamboat Springs répondit à l'appel de Douglas. Sur les lieux, il constata le décès de Jerry Buggs. Bien qu'il y eût une profonde entaille sur le front de la victime, la mort avait été causée par 2 projectiles au dos. Le détective Rick Krotz fut appelé sur la scène. Il remarqua alors un détail inusité. En examinant le corps de Jerry Buggs, j'ai vu une marque sur son oreille et sa joue droite que je ne m'expliquais pas. Nous avons présumé qu'on lui avait plaqué le canon d'une arme à feu au visage et que c'était ce qui l'avait blessé. On découvrit ensuite une pelle tachée de sang sur la scène du crime. Cela fournissait une autre explication aux blessures. Peut-être les rivets de la pelle avaient-ils laissé ces marques pendant qu'on le frappait. Plus tard, les policiers trouvèrent une douille de projectiles par terre. Il y avait aussi quelques flaques de sang et des gouttes çà et là. Les éclaboussures de sang donnèrent immédiatement à Tom Griffin un aperçu de la sauvagerie du meurtre. Selon l'analyse tridimensionnelle, les taches convergeaient toutes sur un point précis, sous la poutre du plafond. Il y avait une rainure sur cette poutre, et nous croyons qu'elle avait été causée par un coup de pelle. Les enquêteurs recueillirent de nombreuses douilles de projectiles. Elles recelaient peut-être des indices qui les mèneraient au meurtrier. Les experts judiciaires poursuivirent leur enquête. Après avoir retiré les projectiles du corps de la victime, ils les envoyèrent au laboratoire balistique du bureau d'enquête du Colorado. Là, l'agent Alan Hammond se mit au boulot. J'ai pu déterminer que les projectiles provenaient d'une carabine 22 à canon long. Ce canon était strié de 8 rainures et cloisons dont la rotation allait vers la droite. Les policiers disposaient de projectiles, mais non de l'arme du crime. Ils disposaient aussi d'une pelle, mais n'avaient aucun indice sur l'identité de celui qui l'avait utilisée. Le tueur pouvait se trouver n'importe où. Peut-être aussi faisait-il partie des connaissances de la victime.
Peu de pistes se présentaient aux enquêteurs du Colorado dans l'affaire de la mort de Jerry Boggs et les suspects étaient rares. Ils concentrèrent leur attention sur l'individu le plus proche de la victime, son frère, Douglas. Douglas Boggs accepta de fournir un échantillon de ses cheveux et de son sang afin qu'il soit comparé aux indices de la scène du crime. On ne trouva aucune correspondance. Douglas n'était donc pas le meurtrier. Il fournit cependant aux policiers le nom d'un suspect, son ex-belle-sœur, Jill Coit. Jerry Boggs avait rencontré cette femme au moment où elle rénovait son auberge en ville. Elle achetait tous ses matériaux à la quincaillerie. Bientôt, le célibataire endurci qu'était Jerry ne permit plus à personne d'autre que lui de servir cette cliente. Après leur mariage en avril 1991, Jerry Boggs devint copropriétaire de l'auberge de Jill. Mais leur union ne tarda pas à se détériorer quand Boggs apprit avec effarement que sa femme était encore mariée à un autre homme. Il insista pour qu'ils se séparent le temps qu'elle obtienne son divorce. Jill le quitta, mais comme l'auteur Clifford Linedecker allait le découvrir lors de ses recherches, elle revint à Steamboat Springs pour faire des déclarations étonnantes. Jill a soit loué, soit emprunté un bébé. Elle s'est promenée à Steamboat Springs en déclarant à qui voulait l'entendre que c'était l'enfant de Jerry et que ce monstre l'avait chassée de chez elle, qu'il se fichait d'elle et refusait de payer la pension de sa fillette. Ce bébé ne pouvait être le sien ni celui de Jerry, puisque quelques années plus tôt, Jill Coit avait subi une hystérectomie partielle et était stérile. Pourquoi se livrait-elle à cet étrange manège? Pour le découvrir, Boggs engagea un détective privé. Les résultats de son enquête furent troublants. Coit ne s'était pas mariée qu'une seule fois, comme elle l'avait déclaré, mais bien 11 fois avant Jerry Boggs et à 9 hommes différents. Comme dans le cas de son mariage actuel, ses nombreuses autres unions se chevauchaient les unes les autres. Boggs fit annuler son mariage. Jill Coit le poursuivit en justice pour lui reprendre sa moitié de l'auberge. L'affaire fut âprement contestée. Était-il possible que cette affaire fût le mobile du meurtre? Pour couronner le tout, les policiers trouvèrent un autre squelette dans le placard de Coit. Au Texas, un de ses ex-maris était mort prématurément quelques décennies plus tôt. Quand nous avons commencé à enquêter sur Jill Coit, nous avons découvert qu'elle avait été mariée à plusieurs reprises. Elle avait été bigame de nombreuses fois. Nous avons également appris que 20 ou 21 ans plus tôt, on l'avait soupçonnée du meurtre de William Coit, un autre de ses maris à Houston. Les deux meurtres présentaient des ressemblances troublantes. Comme Jerry Boggs, William Coit avait reçu des projectiles au dos à bout portant. Ses poumons avaient été perforés par des balles de calibre 22. À cause d'un manque de preuves, Jill Coit n'avait jamais été accusée de ce meurtre. L'histoire semblait vouloir se répéter puisque les policiers qui enquêtaient sur la mort de Jerry Boggs étaient confrontés à une situation identique. Une voisine de la victime apporta alors d'importantes informations aux enquêteurs. Le jour du meurtre, elle avait aperçu 2 hommes marcher devant sa maison. Ils avaient capté son attention parce que, malgré le temps très doux, ils portaient de lourds manteaux. Puis il s'était rendu compte que l'un des hommes était en fait une femme portant une fausse moustache. Nous avons appris lors de l'enquête que Jill avait déjà fait ça par le passé. Elle se déguisait en homme, portait une fausse barbe et une moustache. Elle se servait de ce costume pour espionner Jerry Boggs à son insu. Les policiers ne disposaient pas de preuves assez solides pour justifier une arrestation. L'enquête ne progressait plus quand Jill décida de s'envoler vers le Mexique. Les policiers n'avaient d'autre choix que de la laisser filer. Selon l'auteur Clifford Linedecker, c'est le moment que choisit un témoin inattendu pour se manifester. Je crois que le point tournant de l'enquête, c'est lorsque le fils aîné de Jill, Stephen Seth, s'est retourné contre elle.
Non seulement Jill Coit et Michael Backus avaient-ils ouvertement planifié le meurtre de Jerry Boggs au vu et au su de Steven, mais de plus, elle l'avait appelé après l'homicide pour lui annoncer que c'était fait et qu'il y avait des dégâts. Seth avait toutes les raisons de la croire puisqu'il avait trouvé des traces du meurtre dans l'évier d'une salle de bain de l'auberge où elle s'était vraisemblablement lavée. Avec le témoignage de Steven Seth, les policiers avaient maintenant un dossier solide entre les mains. Mais ils ne pourraient pas passer à l'action tant que Jill Coit ne rentrerait pas au pays. Finalement, en novembre 1993, les enquêteurs reçurent un autre appel de son fils. Jill venait brièvement aux États-Unis pour régler les détails entourant la vente d'une propriété. Quand elle arriva au cours de la nuit, les policiers l'attendaient pour l'accueillir. Jill Coit et Michael Backus resteraient à Steamboat Springs bien plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu. Les experts fouillèrent la voiture de la suspecte. Ils trouvèrent des douilles de calibre 22 dans le cendrier. Ils découvrirent également une arme qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Un pistolet paralysant. Cet appareil produit une décharge de 100 000 volts à l'aide de 2 électrodes. Bien qu'elle ne soit pas mortelle, cette décharge paralyse un individu pendant plusieurs minutes. Tout à coup, les étranges marques sur le visage de la victime avaient un sens. Le détective Crotts appela Michael Doberson, le coroner du comté d'Arapahoe, pour lui demander de l'aide. Après avoir mesuré la distance entre les électrodes sur le pistolet paralysant, nous avons mesuré celle qu'il y avait entre les blessures sur les photographies. Nous avons constaté qu'elles correspondaient en tout point. Les photographies de l'autopsie fournissaient des indices prometteurs à propos des marques observées sur le corps. Il fallait maintenant vérifier à même les tissus endommagés pour s'assurer qu'un pistolet paralysant avait bien été utilisé. La dépouille de Jerry Boggs avait toutefois été enterrée quelques 10 mois plus tôt. On procéda à l'exhumation du corps de la victime. Doberson eut de la chance. Non seulement y avait-il une blessure sur sa joue, mais aussi des marques identiques comme des égratignures sur le lobe et sur d'autres parties de l'oreille. On analysa minutieusement les échantillons des tissus endommagés. Comme la peau est chargée d'électricité, une forte décharge peut en modifier la structure. Près de la surface du secteur endommagé, la peau s'était beaucoup amincie. Les noyaux des cellules chargées électriquement s'étaient alignés pour migrer juste sous la surface de la peau, comme de la limaille de fer sur un aimant ou encore un banc de poisson dans un courant d'eau. Mais dans ce cas-ci, le courant n'avait pas été créé par l'eau, mais bien par de l'électricité. Beaucoup d'électricité. Pour Doberson, les résultats étaient concluants. La peau de la victime montrait tous les signes d'une blessure causée par un courant électrique. Le pistolet paralysant trouvé dans la voiture de Jill Coit démontrait qu'elle avait causé les blessures de son ex-mari. Après plusieurs mois d'enquête, les policiers savaient enfin ce qui s'était produit lors du décès de Jerry Boggs. Jill Coit et Michael Backus ont tendu un guet-apens à Jerry Boggs peu après son arrivée chez lui. La victime a été attaquée, d'abord à l'aide du pistolet paralysant, puis battue à coups de pelle. 2 coups de feu plus tard, la sale besogne était terminée. Dans son livre intitulé Poison Vows ou Vœux empoisonnés, Clifford Lindecker raconte en détail la fin de cette sordide histoire. Le jury n'a délibéré que pendant 5 heures avant d'arriver à un verdict. Il a trouvé les 2 accusés coupables de tous les chefs d'accusation. Quand il a pris connaissance de ce verdict, le frère de la victime, Douglas Boggs, a déclaré que Jill n'avait pas choisi la bonne ville ni la bonne victime à qui s'attaquer. Pour leur crime, Jill Coit et Michael Backus ont été condamnés à la prison à vie. Les preuves recueillies sur la scène du crime, mais aussi celles qui ont été prélevées à même le corps de la victime, ont permis d'élucider ce mystère. Lorsque les criminels complotent pour commettre un meurtre, les enquêteurs